Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons cette année universitaire en cours de géographie à l'Université du Temps Libre dans des conditions exceptionnelles. En effet, il y a la pandémie qui nous contraint à ne pas faire les cours en présentiel et à recourir à la vidéo. Et cette vidéo nous contraint beaucoup, d'abord parce que personnellement, je ne maîtrise pas très bien le processus, mais enfin, on va faire comme si c'était maîtrisé. Et puis, deuxièmement, euh, cette vidéo nous contraint à faire des séquences de 40 minutes seulement. Donc, première séquence de 40 minutes sur la première leçon aujourd'hui pour le lundi 9 novembre. Et puis la seconde aura lieu dans 8 jours, le lundi 16 novembre. Donc aujourd'hui, nous allons traiter les Pyrénées et les autres grandes montagnes. Et nous allons mener une étude comparative. Étude comparative qui va nous permettre de faire des allers-retours entre ces Pyrénées que nous voyons apparaître sur la diapo, que nous connaissons bien pour les avoir regardées depuis chez nous, parcourues, vues, revues, rêvées aussi, redoutées parfois quand il y a trop de neige pour passer ou pour descendre. Et puis nous allons les comparer avec les montagnes du monde qui apparaissent sur la photo, sur la partie gauche de la diapo. Pour mener cette étude comparative, nous marcherons sur les traces du professeur Marcel Detienne, qui a écrit un ouvrage assez remarquable sur la question, qui s'appelle Comparer l'incomparable. Et nous suivrons, bien sûr, sa, sa, sa démarche que j'ai personnellement utilisée dans de nombreuses autres publications, et même sans avoir lu Marcel Detienne. Donc, la problématique, vous trouverez l'ouvrage de Marcel Detienne en bibliographie et bibliographie indiquée à la dernière diapositive de ce PowerPoint. Dès lors, la problématique de notre leçon va être de porter des regards croisés entre un ensemble montagnard européen d'altitude relativement modeste que nous connaissons, les Pyrénées, versant nord et versant sud. Ici, la frontière compte, mais n'est pas essentielle. Et puis, d'autres ensembles similaires de par le monde, similaires par l'altitude, similaires par les paysages, similaires par l'orogénèse ou pas les sociétés, et cela à toutes les échelles. Dès lors, le plan suivi sera, comme d'habitude, en trois parties. Dans une première partie, nous verrons les invariants de ces espaces d'altitude. Ensuite, on verra voilà, les variables de sortie, facteurs de différenciation. Et puis, pour boucler la boucle, nous reviendrons sur les spécificités pyrénéennes qui caractérisent notre montagne proprement dite, avec, sur la diapositive, dans la partie de droite, le mont Aigu, vu d'Aspin, qui est un des géosymboles de notre région. Donc, les invariants de solides très communs. D'abord, il s'agit d'espaces d'altitude. Donc, nos Pyrénées culminent à 3505 mètres, à l'Aneto, que nous voyons apparaître sur la photo. L'Aneto pris en hiver, l'Aneto où on ne voit pas que le glacier a fondu, mais ça c'est autre chose. Et en comparaison de l'Aneto, nous allons avoir d'autres montagnes, et d'autres montagnes qui sont beaucoup plus hautes, à commencer par l'Everest dans l'Himalaya qui domine le Tibet qui est lui-même le toit du monde,
dont le mont Everest culmine à 8848 mètres, à mettre en comparaison avec les 3505 mètres de nos Pyrénées. L'Himalaya est une montagne très dure à grimper, quoique ce ne soit pas la plus dure, comme je vous le dirai tout à l'heure. Et elle a été vaincue pour la première fois récemment, hein, en 1953. C'était le 29 mai, il était 11h30, et là, deux personnes, un officier de l'armée britannique qui s'appelait Edmond Hillary, diminutif Ed, et puis son Sherpa qui à l'origine était le porteur et puis qui avec le temps qui a passé est devenu un personnage à l'égal de celui d'Edmond Hillary, mais c'est Edmond Hillary qui a lui-même en tant qu'humaniste convaincu promu ce porteur au rang de vainqueur de l'Himalaya et il s'appelait Tenzing Norgay. Ces deux personnages sont maintenant décédés. Ils étaient de l'autre siècle et Edmond Hillary est décédé récemment. Et puis à côté de l'Everest, qui est le sommet culminant, nous avons d'autres points culminants en Amérique, avec le Denali en Alaska, partie gauche de la diapo, qui culmine à 6194 mètres, et on voit que c'est une montagne qui est très enneigée, très englacée, qui est difficile à gravir parce qu'elle est haute en latitude, donc l'été y est très court et les conditions hivernales y sont extrêmes et quasiment impossibles. C'est un bloc de granit et de gneiss porté en hauteur. Nous aurons l'occasion de revenir sur la nature de ces montagnes. En Amérique du Sud, dans l'immense chaîne des Andes sur laquelle nous allons aussi revenir, nous avons un volcan éteint qui s'appelle la Concagua, qui est en Argentine, mais à quelques kilomètres de la frontière avec le Chili, et qui, quant à lui, culmine à 6962 mètres. Donc, on voit ce que sont les grandes montagnes, ce sont des grands sommets. Nous retrouvons la même hauteur dans les points culminants d'Afrique et d'Océanie. Pour l'Afrique, c'est le Kilimandjaro, il est en Tanzanie, même si les Kenyans ont baptisé leur aéroport d'Arusha de Kilimanjaro Airport, ce qui est un abus, mais bon, on va voir qu'il y a des batailles sur les noms. Et le Kilimanjaro, sur lequel nous reviendrons peut-être en leçon dans le courant de cette année, je dis peut-être parce que du fait des séquences et du séquençage, je vais faire 2 fois moins de leçons, donc je ne sais pas encore exactement comment je terminerai. Le Kilimanjaro en Tanzanie, que je connais bien, culmine à 5891 mètres et c'est toujours un plaisir de voir cette montagne qui est le plus souvent encapuchonnée de nuages. Et la dernière fois que j'ai quitté l'Afrique, c'était dans un petit matin et j'ai eu la chance de voir par le hublot de mon avion le Kilimanjaro. C'était peut-être pour moi out of Africa, mais enfin, je ne sais pas encore comment se terminera mon existence. Point culminant maintenant sur la partie de droite de la diapo, en Océanie, une pyramide très élevée à 4884 mètres, avec un nom donné au 19e siècle, et je vais vous expliquer pourquoi, qui est le Carstens, et qui est rebaptisé en Puncak Jaya. Alors, cette montagne est en Indonésie, mais dans cette grande île de la Nouvelle-Guinée, qui, vous avez remarqué sur les cartes, est coupée en deux, comme on coupe un fromage, avec une partie qui appartient vers l'ouest à l'Indonésie, et là nous y avons le Puncak Jaya, et puis l'autre partie qui est à l'est et qui appartient à l'État de Nouvelle-Guinée-Papouasie, ou Papouasie-Nouvelle-Guinée, PNG dans les abréviations. C'est des frontières qui sont disputées et comme il y a de la ressource minière et énergétique, on risque d'en reparler à la rubrique conflits régionaux. On va terminer ce tour des points culminants avec l'Europe. Alors, nous autres, on a tendance à penser en France que le point culminant de l'Europe, c'est le Mont Blanc. Il n'en est rien.
le point culminant de l'Europe. Nous l'avons déjà vu en cours de géographie. Ceux d'ailleurs que cela intéresse pourront me le demander par Internet. Je vous dirai en fin de leçon comment nous allons établir le contact pour conserver un certain volume d'échanges entre nous. Donc, on a déjà fait un cours sur le Caucase, on a déjà parlé de l'Elbrouz, il est dans l'actuelle Russie et il culmine à 5642 mètres. Et il est très beau. Et il est très beau, on le voit bien se détacher au-dessus des contrebas, au-dessus de la plaine. Et le Mont Blanc, dès lors, et je me rends compte en faisant le cours que la diapo que j'ai mis, la photo que j'ai mise du Mont Blanc est plus petite que celle de Lesbos, mais c'est pas volontaire. Hein. Le Mont Blanc est en France, mais pas loin de la frontière italienne, une fois de plus, pas loin toujours d'une séparation d'États, et à 4800 mètres. Donc voilà pour ces montagnes. J'ajouterai qu'il y a un autre continent, c'est l'Antarctique, qui est couvert de glace, que l'on ne connaît pas bien, et dans une reconnaissance aérienne, mais récemment, hein, en 1958, on a découvert sous la glace un pointement de montagne, c'est le mont Vinson, Vinson, il culmine à 4892 mètres, c'est-à-dire plus haut que le Mont Blanc, et il appartient dans cette espèce de découpage de l'Antarctique en parts, comme une tarte aux pommes que l'on va partager entre les convives autour d'une table. Eh bien, on a découpé l'Antarctique entre les grandes puissances qui pouvaient le revendiquer, soit par leur proximité, soit par leur puissance militaire. Et le mont Vinson relève du Chili. Que dire alors des montagnes de France? Alors, il y a le Mont Blanc, dont on vient de se rendre compte qu'elle n'est pas la plus grande montagne, mais c'est quand même 4810 mètres, ce qui n'est pas mal. Hein. Alors, les montagnes de France, elles font partie de notre patrimoine paysagique plutôt, patrimoine culturel, puisque ces montagnes, eh bien, nous avons toutes et tous appris à l'école, du temps où on faisait de la géographie et du temps où on disait que le par cœur n'était pas forcément ridicule. Alors j'ai mis en illustration sur la partie de gauche de cette diapo, j'ai mis en illustration une carte de Vidal de la Blache, un des promoteurs de la géographie scolaire en France. C'est la carte qui s'appelle Relief du sol. Et on voit les montagnes en marron. Quel est celle d'entre nous qui, à l'école primaire, n'a pas rêvé devant une de ces cartes? Je me souviens m'être très souvent échappé, non seulement à l'école primaire, mais aussi au lycée, du temps où le lycée commençait en sixième, souvenez-vous, mais aussi au lycée, en contemplant ces cartes de France avec ces montagnes que je connaissais visuellement par cœur, et Vidal de la Blache de nous expliquer dans son livre qui s'appelle, dans sa participation à l'histoire de France de la Vis, Vidal de la Blache de nous expliquer dans cette introduction qui s'appelle Paysages de France, eh bien que la France est harmonieuse, avec les montagnes plutôt à la périphérie. Bon, c'est pas vrai du tout, hein. C'est une vision, mais très franco-française, mais qui a servi à conforter le sentiment national. Alors, on a le Mont Blanc, on l'a vu, puis ensuite, en Corse, nous avons le Monte Cinto, 2710 mètres. Dans le Massif central, nous avons le Puy de Sancy, 1886 mètres. Dans le Jura, ici, le Cré de la Neige, et on va en baissant, hein, 1720 mètres. Et puis dans les Vosges, qui font face à la forêt noire, c'est bien là qu'on se rend compte que, bon, il y a les frontières, mais c'est le même ensemble, avec la plaine d'Alsace, qui est un compartiment effondré au milieu. Si j'ai le temps, j'y reviendrai. Dans les Vosges, on en est aux grandes montagnes. Le ballon de Guebwiller, 1424 mètres. Et puis on va passer aux montagnes qui sont en dessous de 1000 mètres.
Alors on aurait tendance à dire il s'agit de sommets secondaires. Il s'agit de sommets secondaires, sauf pour les gens qui vivent au pied et pour lesquels ils sont très importants, sauf pour les gens qui vivent du tourisme et qui peuvent promouvoir la connaissance de ces montagnes, sauf pour les agriculteurs, les exploitants forestiers. Alors, voyons la liste rapidement. Et puis, j'ai représenté dans ces sommets environnants un peu moins haut, pour commencer, et c'est en image. Alors, bien sûr, c'est pas, c'est pas, c'est pas le Kilimandjaro, non. Eh bien, là, nous avons le Haut-Folin, dans le Morvan, 901 mètres d'altitude. C'est à peu près la hauteur, ce point culminant, de la montagne qui surplombe Haussens dans la vallée, dans la Batte-sur-Guerre, la vallée où j'habite. Il fait 901 mètres. C'est le point culminant du Morvan. Et j'ajoute en légende, et de la Bourgogne, parce que les Bourguignons, braves gens qui roulent les airs, se disent nous avons le vignoble, nous avons la forêt et nous avons le Morvan. Voilà. Donc, nous avons le Haut-Folin, mais dans les Morts et dans l'Esterel, ces massifs, vous savez, aux couleurs de rochers très rouges, parce que ça date du Permien, eh bien, nous avons les Morts et l'Esterel. Dans les Morts, Signal de la Sauvette, 780 mètres. Dans l'Esterel, le Mont Vinaigre, 618 mètres, mais avec un enlèvement, bien sûr, puisqu'on est au-dessus du niveau de la mer, alors c'est extraordinaire. C'est comme la Rune au Pays Basque, qui fait 900 mètres, mais qui est au-dessus de l'océan, alors bien sûr, l'enlèvement est très important. On va y revenir. Nous avons les Ardennes aussi, ici, qui commencent en France, qui se continuent en Belgique, et qui vont se continuer en Allemagne avec le massif schiste rhénan. Alors, le point culminant des Ardennes, eh bien, c'est la croix de Sky. Sky, S-C-A-I, 2-L-E, c'est là que je regrette de ne pas avoir de tableau, ou plutôt de ne pas savoir revenir au tableau blanc que le logiciel a prévu, mais peut-être que ça viendra, et avec le temps. La croix de Sky, 505 mètres. Mais ces Ardennes culminent en Belgique à 694 mètres au signal de Bautrange. Et je vous signale que le signal de Bautrange est le point culminant de la Belgique. Bon, bien sûr, la Belgique, c'est le plat pays, hein, comme la Chantébrel, mais bon, le point culminant, c'est là, et tout le monde connaît la course cycliste Liège-Bastogne-Liège, où bien sûr, on se rend compte qu'avec le Modelé en creux, les Ardennes, il y a des creux, il y a des dénivelés, et Guderian l'avait bien compris en 1940, lorsqu'il a fait passer ces chars-là, puisqu'on disait jamais personne ne passera, alors faisons une ligne Maginot un peu moins forte. Et bien Guderian l'avait bien compris. Il faut dire qu'il avait lu le livre de De Gaulle, hein, mais bon, c'est du hors-sujet, je ne vais pas voler le propos à mes collègues historiens. Voilà, et puis alors on va terminer avec, là ici dans le massif armoricain, dans ces collines de Normandie, du Perche, avec le mont des Avaloirs. Je voulais le mettre en photo, mais on ne le voit pas dans le paysage. On a fait une espèce de monument en béton qui ressemble un peu à un château d'eau. Le mont des Avaloirs, 417 mètres, point culminant du massif armoricain. Mais dans les collines du Perche, les creux sont tellement prononcés, les vallées sont tellement encaissées, que les offices de tourisme de la région parlent d'Alpes. On dit les Alpes mancelles. Voilà. Donc, nous pouvons constater que y a altitude, bien sûr, il y a grande montagne, bien sûr, mais il y a aussi vision et représentation des gens qui vivent au pied ou qui y vont ou qui les connaissent, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Couplé avec l'altitude, nous avons l'étendue des montagnes. L'étendue des montagnes, et plus elles sont hautes, plus elles sont étendues. Et à côté de cette étendue, on le voit bien sur la photo du Haut-Folin, avant qu'elle ne disparaisse de l'écran, ce qui caractérise, ce qui fait la grande montagne, c'est l'enlèvement. Je parlais tout à l'heure de la Rune. Je pense au Canigou.
Je pense à notre pic du Midi de Bigorre que nous allons bientôt voir en photo sur le PowerPoint. Alors pour l'étendue, eh bien venons-en aux Pyrénées quand même. Des mensurations, j'allais dire, que je répète chaque année en début d'année. 430 km depuis le Cap Creus en Catalogne jusqu'au au Cap Iguer à côté de Fontarabie. Superficie 19 000 km², largeur 150 km dès que l'altitude est supérieure à 1000 mètres. Mais la largeur est beaucoup plus vaste puisque les Pyrénées se terminent sur le versant sud et insensiblement jusqu'à la gouttière de l'Èbre. Et nous sommes à quelques kilomètres de Saragosse lorsque la Sierra de Alcubierre constitue le dernier obstacle. Cette Sierra de Alcubierre que l'on ne voit pas en passant par la voie rapide actuellement, ça va trop vite. Mais vous avez tous lu le livre d'Orwell qui s'appelle Catalunya Libre, avec les combats féroces qui ont eu lieu sur cette Sierra et sur d'autres dans cette région d'Aragon pendant la guerre civile espagnole. Comme quoi, vous voyez, les montagnes, c'est de l'altitude, c'est de l'étendue, c'est de l'enlèvement, mais c'est aussi de la culture et des souvenirs, et nous allons le voir à plusieurs reprises pendant cette leçon. La plus vaste des montagnes, incontestablement, est la cordillère des Andes. Regardez cette longueur. Et si on la couple avec l'Amérique du Nord, vous constatez que c'est immense. La cordillère des Andes, on parle en millions de kilomètres carrés, 3,3 millions de kilomètres carrés, du nord au sud, 1700 kilomètres, 7 fois la France, de l'est à l'ouest, entre 800 kilomètres au nord et 200 kilomètres au sud. C'est énorme. Donc, je donne comme exercice avec consigne sur la planisphère relocaliser les Pyrénées. Regardez, elles sont là, vous les voyez. Voilà. Et regardez à côté les Andes. Et regardez les Rocheuses. Bon, donc, puis regardez l'Himalaya aussi. Extraordinaire. Bien sûr, dans l'Himalaya, on va parler de l'Everest. Mais il y a les autres sommets. Les sommets qui sont à côté. Et puis d'autres sommets dont je vais reparler. Alors l'Himalaya, 595 000 km², plus vaste que la France à lui seul. 2400 km de l'est à l'ouest. 400 km du nord au sud. Et puis, les plus hauts sommets du monde. Ici, l'enlèvement joue pour beaucoup. L'enlèvement est différent de la proéminence. La proéminence, c'est l'altitude entre le dernier col et le sommet. L'enlèvement, c'est par rapport à ce qui est en bas, à la plaine qui est en contrebas. J'ai parlé tout à l'heure de la Rune, je chiffre ce que je dis. 900 mètres. 900 mètres au-dessus de l'océan. Et bien sûr sur la frontière. Donc un point de vue remarquable, un chemin de fer touristique et comme on est sur la frontière, des bentas pour aller se ravitailler en Ricard tout en faisant marcher le petit chemin de fer. Et regardez le pic du Midi de Bigorre que l'on voit peut-être que vous voyez peut-être depuis votre fenêtre, 2876 mètres. Voilà un signal au-dessus des Pyrénées dans la plaine de Tarbes. Et juste à côté, un peu en dessous, tout pointu, ben le Montaigu. Le Montaigu, 2339 mètres. Et il surplombe la plaine de Tarbes qui est à 300 mètres. Et là, nous avons un dénivelé en 15 km, nous avons un dénivelé de 2000 mètres. C'est formidable, c'est extraordinaire. On ne se rend pas compte de l'endroit, de la singularité paysagique des lieux où nous vivons dans les Hautes-Pyrénées. Et c'est à l'occasion de leçons de géographie comme celle-là que l'on peut le mettre en valeur, en relief.
Mais c'est au niveau des appellations, c'est au niveau de la validation des mensurations que la dénomination des, et la mesure de l'altitude des montagnes prend souvent des allures très polémiques, sinon guerrières. D'abord, dans la nomenclature officielle, telle qu'on la pratique actuellement, c'est le résultat de la domination de l'Europe pendant tout le 19e et le 20e siècle. Et les noms sont donnés par les Européens, à tel point que toute montagne un peu élevée avec un relief glaciaire qui ménage des vallées à neige est appelée Alpes. Nous avons les Alpes, mais nous avons aussi les Alpes japonaises à Honshu, à Odo. Nous avons les Alpes du Sichuan en Chine. Bien sûr, tout ça, on l'a éliminé. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, du côté des collines du Perche, aux confins de la Normandie et de la Bretagne, on a les Alpes Moncelles, parce que ça se vend bien. Voilà. Donc, domination de l'Europe au 19e, domination de l'Europe au 20e, et puis fin de cette domination avec la décolonisation, fin de cette domination culturelle, mais elle reste forte. Alors on est revenu vers les noms vernaculaires ou vers les noms nationaux. D'abord en corrigeant les altitudes. C'est pour ça que la hauteur de l'Himalaya dépend de ce que mesurent les Népalais et de ce que mesurent les Chinois. Et puis régulièrement, on revoit la hauteur du Mont Blanc. 4807 mètres, nous avions appris. Et puis 4810 mètres, on a corrigé. Et puis 4808 mètres. C'est un cauchemar pour les vendeurs de cartes postales, hein. Je vous le dis tout de suite. Souvenir de Chamonix. Voilà. Quelle altitude? On n'en sait rien. C'est 4800 et quelques. Voilà. Et puis, bon, c'est le cas pour l'Everest, bien sûr. Alors, l'Everest est à la frontière entre la Chine et le Népal. Et d'où vient ce nom Everest? C'est pas un nom népalais, c'est pas un nom chinois. Et les Népalais veulent en imposer un, et les Chinois veulent en imposer un autre. Alors on a conservé son nom colonial, parce qu'il est à la frontière, et on ne peut pas se mettre d'accord. Et qu'est-ce que c'est qu'Everest? Eh c'est le nom d'un officier de l'armée des Indes, c'est un Gallois qui s'appelle Everest. Voilà. Et personne n'en discute. Là, l'Everest a bénéficié de cet effet frontière, tout comme en Afrique, le lac Victoria. Le lac Victoria s'appelle le lac Victoria parce que personne ne s'est mis d'accord pour savoir comment on allait l'appeler, puisqu'il est frontalier avec l'Ouganda, avec le Kenya et la Tanzanie. Alors, il reste le lac Victoria, du nom de cette grande reine d'Angleterre, impératrice des Indes, du temps de la splendeur britannique. Mais un parc qui était juste à côté, le parc Queen Elizabeth, lui a été rebaptisé et puis après a été débaptisé parce que quand on a donné son nom vernaculaire, les agences de tourisme ougandaises et européennes se sont rendues compte que ça ne disait rien à personne. Mais le Queen Elizabeth National Park, ça marche. Je ferme la parenthèse des dénominations et je vais revenir sur un épisode qu'on peut trouver cocasse, mais qui a pris une ampleur extraordinaire. C'est l'affaire des pics aragonais qui a éclaté en 2017. 2017, à l'initiative de José Luis Zorro, qui était ministre aragonais des Transports et de l'Aménagement du Territoire, eh bien une commission composée de géographes qui étaient pas tous universitaires d'ailleurs, mais qui étaient très pyrénéistes, va renommer ces pics de plus de 3000 mètres qui sont dans le Haut-Aragon, en particulier dans le massif de la Maladeta. Voilà. Donc, on va conserver la dénomination de l'Aneto,
en oubliant que son nom vernaculaire, c'est pas Netto, hein, c'est Netou, mais enfin bon, passons, on va pas faire les puristes. Et puis, tous les autres pics euh, sont renommés pour des appellations vernaculaires, mais plus longues à prononcer. Et puis, il y en a un que j'aime bien, c'est le pic Russell. On a fait des leçons sur Russell. Voilà un personnage complètement barge, 19e siècle, un pyrénéiste. On a fait une leçon là-dessus. Ceux qui veulent la leçon me le demanderont par Internet. Je leur enverrai. Et on va le rebaptiser. Alors, tenez-vous bien, pic Russell, on va l'appeler Tuca, Tuco, ça veut dire le pic, déjà, il faut le savoir, del Cap del Valle. Euh, Ça veut dire pic du bout de la vallée. C'est vachement significatif, hein, mais enfin, bon, voilà. Et puis, c'est en aragonais, c'est en langue aragonaise, en fabla. Je suis pour le développement des langues vernaculaires. Je me suis exercé à parler la fabla, mais là, quand même. Et puis, il y a d'autres choses. Par exemple, le pic Margalide est rebaptisé en un autre nom que je ne vais pas vous infliger. Mais qui est Margalide? Eh bien, d'abord, c'était le seul prénom non féminin de tout cet ensemble de pics. C'est Margalide Lebon-Didier, la femme de Lebon-Didier. Ils ont créé à eux deux le musée de Lourdes que vous connaissez peut-être. Voilà, alors on a rebaptisé le pic Margalide. Alors, tout cela, alors cette opération s'appelle Opération 13 000, c'est les 3000. Elle éclate en 2017, elle est menée en 2017. Elle va provoquer du côté français une levée de boucliers extraordinaire. Je vous renvoie aux bibliographies que vous trouverez sur la dernière diapo, à l'article écrit par Robert Aymar dans la revue Pyrénées numéro 272. Et là, un mépris pour les Aragonais, assassiner José Luis Zorro, qui est, en le traitant d'obscur ministre aragonais. Bon, il se trouve que je connais bien Zorro, qui est un des partisans de la réouverture du chemin de fer des Canfrancs, pour laquelle je lutte considérablement, et j'ai déjà dû vous le dire. Non, ce n'est pas un obscur conseiller, c'est un homme politique aragonais. Je l'en ai parlé à Soroé de cette opération 13 000. Il a eu l'air complètement surpris. Il m'a dit, je ne comprends pas ce déchaînement colonialiste de la part des pyrénéistes. Et là, on y est. L'appellation de ces montagnes est extraordinairement politique. Alors, j'ai mis en diapo ce drapeau aragonais lors de la présentation, et puis les 3000, on ne les voit pas bien, mais enfin on les devine, les 3000 qui ont été rebaptisés. Alors c'est l'usage qui fera la différence, mais j'ai l'impression que le pic Russell va rester le pic Russell. Quant au pic Margalide, qui c'est qui le connaît, à part ceux qui l'ont grimpé, quelques fondus de haut sommet, j'en connais puisque j'en fais partie, mais il y en a d'autres qui sont maintenant plus jeunes et meilleurs que moi, et qui continueront à se faire, je ne sais pas s'ils se feront la margalide ou s'ils se feront la tuque de je ne sais pas quoi, mais enfin voilà. Voilà pour première bataille de dénomination. Alors la seconde, c'est qui est sur la partie droite de notre diapo, c'est dans la rubrique ça arrive à tout le monde de se tromper. Voilà le K2, c'est dans le Karakorum. Il est à 8611 mètres d'altitude. Et cette appellation résulte d'une erreur de perspective. Mais auparavant, je vais vous parler de cette montagne. On parle toujours de l'Everest. L'Everest est relativement facile à gravir. Et si vous prenez à la rubrique images de Google et que vous tapez photo de l'Everest, vous allez voir la cohorte des touristes qui, à la belle saison, vont y monter. Vous pouvez avoir 100 personnes en haut de l'Everest les jours de grande affluence. Ou plutôt vous aviez, parce qu'il y a quand même la pandémie qui a arrêter ce type de vadrouille touristique. Le Karakorum est la montagne tueuse par excellence. On parle toujours d'Alaiger en Suisse, mais le Karakorum détient le triste record du plus grand nombre de morts chez les escaladeurs qui ont voulu s'en occuper. Plus grand nombre de morts à la montée, mais aussi, et c'est ça qui est terrible,
plus grand nombre de morts à la descente. Donc, le Gus, il monte, il fait la photo, clac, clac, il redescend, et là, il tombe dans les séracs, il tombe dans les chutes de roches, il tombe sous les avalanches. C'est une montagne tueuse. Et pourquoi le K2? Eh bien, nous avons là un officier britannique, un de plus, mais on n'oublie pas que toute cette partie du Karakorum, de l'Himalaya, était à la frontière du domaine de l'Empire britannique et de l'Empire russe. L'Empire britannique a disparu, l'Empire russe subsiste, je le dis ça sans méchanceté, je ne vais pas parler de l'Empire chinois, c'est autre chose, mais nous savons qu'il existe. Et là, nous avons un lieutenant britannique qui s'appelle Thomas Montgomery. Montgomery, à la fin, IE, pas RY, comme le Monty de la Seconde Guerre mondiale, El Alamein et bataille des Ardennes. Non, non, c'est Montgomery, c'est un jeune lieutenant, et il est chargé, il est dans la montagne, bien sûr, sans quoi il n'aurait pas fait, il est chargé d'opérer la recension de tous ces sommets dans les différents massifs. Et pour le Karakorum, pour ne pas s'encombrer des noms vernaculaires euh, dont il doit se moquer, il commence à faire la recension de tous les sommets par altitude décroissante. Le plus haut, c'est le K1, et puis le second, c'est le K2, le troisième, c'est le K3, et pour le K2, il se trompe. Il se trompe parce que le K2, ainsi nommé, en vérité, est le K1. Mais une erreur de perspective depuis le bas, il n'a pas monté, bien sûr, fait que Montgomery juge mal la hauteur du K2 et il donne le numéro 1 à celui qui s'appelle depuis le Masverbrum, on lui a donné un autre nom, mais il ne fait que 7821 mètres. 7821 mètres, c'est déjà pas mal, mais à 800 mètres près, eh bien, ce pic était quand même plus haut. Donc, c'est une erreur de perspective. C'est à classer dans la rubrique, ça arrive à tout le monde de se tromper. Et voilà le K2. Montagne longtemps inviolée, montagne inaccessible, montagne tueuse, comme je vous le disais, et qui finalement retombe sur ses pieds, non pas au niveau du K, mais au niveau du 2, puisque c'est le second sommet le plus élevé après l'Everest. Et puis, en 1958, nous avons 1954, pardon, une expédition qui va, 1954, une expédition italienne. Les Italiens ont de grandes montagnes dans leur nord. Il y a des équipes d'alpinistes remarquables. On les a retrouvés sur le Ruwenzori. Souvenez-vous de la leçon que nous avons fait à ce sujet voici quelques années. Une fois depuis, ceux qui sont intéressés pourront me le demander, je leur enverrai. Et là, une équipe italienne, on est en 1954, va entreprendre l'ascension du K2. Et en italien, K2, ça fait Cappaduo. Et Cappaduo, c'est une appellation qui ressemble vaguement, dans le nom, hein, qui ressemble vaguement à aux appellations vernaculaires de la région. Et beaucoup de gens pensent que Cappaduo, eh bien, c'est le nom de la montagne donné par les gens qui habitent au pied. Et il n'en est rien. Le nom vernaculaire est Kogirfen ou je lis Chogori ou Ketu. Voilà. Donc, une erreur au départ pour le Cappadour et on retombe sur ses pattes avec le numéro 2. J'en termine ainsi de cette première partie de présentation des montagnes que j'ai commencé, qui a été peut-être un peu longue, ces espaces d'altitude. Et on voit que grandes montagnes, c'est bien sûr des montagnes élevées, mais ça peut être aussi des montagnes beaucoup moins élevées, pourvu que les gens qui les connaissent, qui les pratiquent, qui les aiment, considèrent que ce sont des grandes montagnes. Donc, nous allons passer à la seconde partie de cette second volet de cette première partie et voir ces sociétés qui vivent dans les montagnes et que j'intitule des sociétés d'en haut. Les hommes et les organisations sociales des grandes montagnes présentent des caractères spécifiques par rapport à ceux des contrebas. Et ces caractères spécifiques
apparaissent à 3 points de vue, à un triple point de vue. Au point de vue des effectifs, premier point de vue. Au point de vue des activités, second point de vue. Au point de vue de la vie de relation, troisième point de vue. Alors, voyons pour commencer, premier point, au point de vue euh, des, des effectifs. Nous avons des sociétés d'en haut. Les grandes montagnes sont moins peuplées que les basses terres pour 3 raisons et à 2 exceptions près. Alors, 3 raisons. Première raison, elles sont moins peuplées à cause du gradient thermique. Le gradient thermique, c'est la diminution de la température avec l'altitude. Elle est considérable. Il est considérable, pardon. C'est 0,6 degré pour 100 mètres. 0,6 degré pour 100 mètres. Ceux d'entre vous qui vivent à la montagne, nous savons bien que 100 mètres, c'est parfois la différence d'altitude entre le haut du pré et le bas du pré de la propriété rurale. On peut y arriver. Donc, ce n'est pas grand-chose en distance. Et 0,6 degré, c'est considérable en température. Vous savez, au petit matin, quand vous avez un peu frais l'été et que vous tirez le drap sur vos épaules ou que vous tirez l'hiver la couette sur les mêmes épaules, c'est à 0,2 degré que vous avez une impression de froid. Donc, première raison, moins peuplée à cause du gradient thermique qui provoque la baisse des températures et puis l'apparition de la neige et son maintien plus ou moins longtemps, et l'apparition de la glace. Et puis va s'y ajouter le rôle de l'exposition avec le versant à l'ombre, qu'on appelle dans les Pyrénées l'umbrette, mais qu'on va appeler dans les Alpes l'adrette, et puis, pardon, pas l'adrette, l'ubac, excusez-moi, et puis alors, le versant au soleil, dans les Alpes, l'adrette, dans nos Pyrénées versant nord, la soulane, et puis dans les Pyrénées versant sud, la solana. Donc, il en résulte une contraction de l'espace habitable par les hommes. Et vous connaissez le nom de l'espace habitable par les hommes que nous utilisons en géographie, c'est le Koumen. C'est là que je regrette de ne pas maîtriser le tableau qui est à disposition pour écrire le mot Koumen, E dans l'eau, K-O, K-O-U-M-E, accent grave, N-E, c'est un mot grec. Donc, il y a l'effet d'altitude. Et l'effet d'altitude, eh bien, il augmente, ou du moins la limite s'abaisse, avec la latitude et la continentalité. Effet d'altitude, 1000 mètres dans les Pyrénées versant sud, 600-800 mètres dans les Pyrénées versant nord, 600 mètres dans les Alpes du Nord, voire 500 mètres, 300 mètres en Norvège et en Écosse. Souvenez-vous de la leçon que nous avons fait sur l'Écosse l'année dernière, en 1920. Là aussi, si vous voulez la leçon sur l'Écosse, je peux vous l'envoyer, d'autant plus que Sean Connery est décédé. Et souvenez-vous, on avait mis en illustration le château où se passe un film avec Sean Connery. Enfin, je ferme la parenthèse parce que je regarde l'heure. Waouh, je vais être au bout de mon temps. Donc, première raison, moins peuplé à cause de l'altitude. Deuxième raison, moins peuplé à cause de la pente, qui contraint toutes les activités. C'est le fameux espace tellurique dont parle Éric Dardel dans son livre que je cite en bibliographie. Il se caractérise par le croulant, par le massif, par le déchiqueté, et une telle contrainte gravitationnelle de dégringolade nécessite des efforts permanents, des aménagements constants, des terrasses sur les pentes, des lacets et des déclivités dans les voies de communication. Vous connaissez tous le proverbe pyrénéen des Pyrénées. Les Pyrénéens ne craignent que 2 choses, Dieu et l'avalanche. Donc, l'avalanche, c'est le gravitationnel. La troisième raison que je voulais vous donner, c'est que les montagnes sont moins peuplées à cause de l'intense exode rural
qui les affectent dans les pays développés, mais maintenant dans tous les pays, au profit des contrebas. Et les contrebas, ce sont les plaines sédimentaires, les vallées alluviales, les littoraux, les deltas. Et dans ces plaines sédimentaires, ces vallées alluviales, ces littoraux et ces deltas, eh bien, nous avons surtout la population qui va vivre dans les villes. Nous vivons dorénavant non plus dans des montagnes rurales, mais dans des villes de contrebas. Alors, ce dépeuplement a commencé en Europe dès le 19e siècle. Ensuite, il s'est propagé au XXe siècle en Amérique latine et en Asie centrale, et il se continue actuellement. Je vous parlais de 3 raisons, je vous les ai données: le gradient thermique, la pente, l'exode rural. Mais je vous ai parlé aussi de 2 exceptions. Alors, première exception, les montagnes refuges. Alors, pour l'exode rural, j'ai mis en photo, sur la partie droite de la diapo, le pueblo de Janovas, du côté de Fiscal, en Aragon, que tout le monde connaît, et qui fait partie de ces despoblados aragoneses que nous connaissons tous, au moins pour ceux qui vont crapahuter en Aragon. Alors, 2 exceptions. Première exception, les montagnes refuges, avec des populations qui ont fui à un moment donné de l'histoire les contrebas parce qu'ils étaient dans l'insécurité. Donc ils se sont réfugiés dans les montagnes. C'est le cas des Druzes, dans la montagne du Liban. C'est le cas des populations méditerranéennes, de l'arrière-pays niçois, de l'arrière-pays ligure, de l'arrière-pays catalan, qui voulaient échapper au barbaresque. C'est pour des raisons que l'on n'explique pas historiquement parce qu'ils n'ont pas laissé de documents. Mais c'est le cas des Toy, qui se sont réfugiés dans la haute vallée du Gave du Lavedan, autour de Lucin-Sauveur, pour des raisons que l'on ne connaît pas, mais pour fuir. Pareil dans le Haut-Aragon. Souvenez-vous de l'excursion que nous avons fait, non pas cette année, mais l'année d'avant, dans la Noguera Ribagorzana, où on avait des villages perdus au fond du fond dans des pays de nulle part. Je vais y revenir. Et là, c'était en Aragon pour échapper aux musulmans, mais en même temps pour échapper à l'insécurité que faisait durer cet état de guerre au moment des reconquêtes. Ça, c'est la première exception. La deuxième exception qui est actuelle, c'est les montagnes sanitaires. Les montagnes sanitaires, parce que dans la montagne, il fait plus frais à cause du gradient thermique. Donc, il y a moins d'endémies, surtout dans la zone chaude, dans la zone intertropicale. Vous n'avez pas la maladie du sommeil, vous avez moins de moustiques, donc vous n'avez pas le paludisme. Ça concerne les montagnes de la zone intertropicale pour l'essentiel. Ainsi, en Afrique orientale, dans cette Afrique orientale que je vous montre, qui est ici, autour du lac Victoria, Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie et l'Est du Congo, 70% de la population de l'Afrique orientale, nous avons là les terres les plus peuplées. Vous avez vu cette image cette campagne du Burundi, 500 habitants au kilomètre carré, à 2000 mètres d'altitude, tellement de monde que concrètement, si vous avez un besoin pressant, surtout les dames, vous ne pouvez pas vous arrêter pour le satisfaire. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de garder les vaches et les chèvres ou de houer sur le... Enfin, il y a des... Donc là, on est dans le Kidimilo, au-dessus de Bujumbura, donc là, on peut se planquer. Mais bon, c'est très spécifique. Donc, 72% de la population de l'Afrique orientale vit dans les hautes montagnes, 68% en Afrique australe, c'est-à-dire dans tous ces pays que l'on connaît mal parce qu'on ne les connaît pas bien, mais si Cape Town est au bord de la mer, Johannesburg est à 1200 mètres d'altitude, 50% en Amérique latine, et dans les Caraïbes,
Et on n'a pas cité ces montagnes des Caraïbes, Venezuela, nord de la Colombie, Amérique centrale et les îles. Donc, voilà ces pourcentages de population, alors que la moyenne mondiale, au début du siècle, à vivre en montagne, était de 15%. Donc, voyez-vous, il y a des montagnes où on va chercher de la fraîcheur pour échapper aux maladies. Là, je me fixe sur la publication de Laurent Rietor, un collègue de l'université de Clermont-Ferrand, que je cite en bibliographie. Donc, c'était d'abord, première raison, au point de vue des effectifs. Maintenant, nous avons en montagne des activités spécifiques. Elles sont menées de plus en plus en liaison avec les contrebas, mais il va y avoir l'agriculture de pente avec les terrasses, les montagnes font apparaître la géologie à l'état brut, il y a des mines, il y a le thermalisme, il y a toutes les formes de tourisme, de glisse, de grimpe, de séjour, de fraîcheur. Activités spécifiques que l'on va aussi retrouver avec des passages qui sont difficiles, routes enlacées, chemins de fer qui passent dans des tunnels depuis le 19e siècle et routes et voies rapides qui passent par des tunnels. Là, maintenant, en ce début du 20e siècle, tout le monde connaît les tunnels de Mont-Repos. Ici, nous avons la bouche sud en montant directement de Huesca. Et puis sur la photo de gauche, la ligne du Brenner dans un paysage hivernal. Et là où les camions passent mal, le chemin de fer passe mieux. Dans les Pyrénées, nous avons la longue histoire des franchissements pyrénéens dont je vous ai déjà parlé. Et je me réfère aussi ici au livre de Christian Ricot, qui est en bibliographie, qui s'appelle Pyrénées romaines. Donc, je vais maintenant passer au troisième volet de cette seconde partie, et nous allons voir les restitutions de la réalité spatiale des montagnes. Restituer les grandes montagnes. Alors, cette restitution, elle apparaît plus abondante que les autres parties de l'espace non urbanisé. Parce que dans la montagne, il y a toujours la troisième dimension introduite par le relief et puis avec l'altitude. Donc, dans toutes les productions, on va retrouver les mêmes entrants, élévation, solitude, résilience, endurance, danger, qui donne tout son piquant à l'ascension, sauf quand on se demande qu'est-ce que je suis venu faire là. Mais ça, c'est la réflexion philosophique quand on est pendu avec 400 mètres d'air sous les fesses en train de pitonner. Il y a aussi la sensualité des montagnes, bien sûr. Schrader, Franz Schrader sur les Pyrénées, parlait de la montagne comme d'une femme. Enfin bon, je passe, j'ai plus de temps, j'ai trop parlé. Donc, nous avons de la production écrite, et cette production écrite est à la base du pyrénéisme. Souvenons-nous de la trilogie développée par Henri Beraldi, que je cite en bibliographie. Qu'est-ce que le pyrénéisme? C'est ascensionner, écrire, sentir et ressentir. Voilà. Donc, voilà pour ces montagnes qui sont ainsi restituées. Mais elles sont aussi restituées avec les guides touristiques, les guides de voyage, les plans de séjour touristique. Et comme l'avait écrit en 1871 cet auteur qui s'appelle Leslie Stephen, les Alpes, par exemple, sont le terrain de jeu de l'Europe. Et les Pyrénées aussi, bien sûr. Vous avez la géographie scolaire en France, mais aussi en Allemagne, en Italie, en Espagne, qui place les montagnes comme constituant de l'espace national. Et puis vous avez toute la littérature romantique sur laquelle nous avons déjà parlé. Et je vous citerai Élisée Reclus, Histoire d'une montagne, mais ça sera un texte de départ d'une leçon à venir,
donc je ne vais pas trop en parler. Et puis alors, viennent les photos, viennent les photographies avec des revues qui dorénavant font davantage de photos que de textes, et puis les films. Alors, dans les photos, dans les livres, bien sûr, il y a Tintin au Tibet, je ne pouvais pas le manquer. Regardez le sommet derrière, c'est du glaciaire. Et puis il y a Perthusé, Histoire des Pyrénées mystérieuses, fin du tome premier. Ils sont dans un chalet et ils chantent. Dawan Demi Fineste, Yahu Zerou, mais on l'a déjà chanté. Et puis je ne vais pas vous le faire là, en cours de visio, c'est pas bien parce que vous ne reprendriez pas avec moi. Voilà. Et puis les films ne sont pas en reste, hein, bien sûr, et les Pyrénées, les grandes montagnes, font aussi leur cinéma. Nous avons le voyage aux Pyrénées des frères Larieux, on en a déjà parlé dans la leçon Clap sur les Pyrénées, et vous avez tous vu le film 7 ans au Tibet. Je terminerai cette première grande partie par une mini-conclusion qui va terminer ma séquence d'aujourd'hui en disant, et en me répétant d'ailleurs, que les hautes montagnes regroupent certes les plus hauts sommets de la surface terrestre, mais incluent aussi dans une approche sociale, historique, culturelle ancrée sur le temps long des sociétés humaines, des ensembles de reliefs plus modestes, mais chargés de signification. Qui connaît le Brocken? Le Brocken, dans le massif du Harz, en Allemagne, culmine à 1141 mètres. En France, personne ne connaît. Mais si je prononce le mot Brocken en Allemagne, c'est aussi toute la mythologie germanique qui ressort, et tout le monde connaît alors le Brocken, car comme toutes les montagnes pour les populations concernées, il est chargé d'un énorme signifiant, y compris mythique. Alors là, la grande montagne devient un géosymbole, pour reprendre l'expression de Joël Bonnemaison, que je cite en bibliographie. Vous trouverez sur la dernière diapositive la bibliographie que j'ai citée, et vous trouverez aussi, si vous avez des questions à me poser, mon adresse électronique, vous me les posez et je vous répondrai brièvement, bien sûr, en étant moins bavard qu'aujourd'hui, je vous répondrai en début de cours pour la prochaine séquence. Je vous remercie d'être resté avec moi. J'espère que ça sera bien fonctionné. À lundi prochain.